Le travail, le travail. Vous avez vu la mobilisation? C'est hyper faible. Hyper faible. Ils sont tous réunis au siège de la CGT à Montreuil, même pas capables de sortir une déclaration commune. Non seulement les syndicats se disputent, mais la base se dispute avec le sommet des syndicats. C'est du tout cuit. Emmanuel peut être tranquille. Ça, c'est ce que dit l'entourage de Macron. C'est pratiquement une citation. Donc, vous pensez que c'est vrai? Parce qu'on va procéder comme ça. On va essayer de voir comment vous réagissez, comment je réagis. Parce que c'est très important, cette question de travail, d'être dynamique. Oui et non. Ça, c'est la partie de la Bretagne proche de la Normandie. Non, c'est oui. C'est oui. Parce que, je ne sais pas, c'est une démobilisation face au démembrement de tout le droit du travail. D'abord, c'est quand même le principe de notre Constitution, du préambule de la Constitution. Chacun a le devoir de travailler et chacun a droit à un travail. Et aujourd'hui, peu à peu, on écorne le principe, de plus en plus vite d'ailleurs. Deuxième, c'est la déclaration de Philadelphie qu'on a signée, qu'on a ratifiée, du 10 mars 1944. Le travail n'est pas une marchandise. Et puis il y a le Code du travail, qui est quand même un texte qui rassemble des lois qui doivent être appliquées. Alors je ne sais pas si vous avez suivi de près chacune des dispositions qui sont en place aujourd'hui, qui se mettent en place aujourd'hui avec les ordonnances. Quelle est la première mesure qui éventuellement vous choque? Le fait que les accords d'entreprise passent au-dessus des accords de branche. Oui, ça c'est ce que les savants appellent l'inversion des normes. C'est-à-dire que les entreprises, puis les branches, puis les principes du Code de travail exprimés par des lois, et pas l'inverse. Donc c'est vrai, c'est une première chose, elle est faite de façon à la Macron, elle est faite pour créer la chose, mais en même temps pour pas trop la dire. C'est le style de la maison, Macron. Ensuite, est-ce que vous voyez autre chose? Le plafonnement des Pardon? Il y a le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors ça, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales pour licenciement abusif. Alors, évidemment, ce qui est grave, c'est qu'on contraint le juge. C'est-à-dire que ça permet à l'employeur coupable de connaître d'avance la sanction qu'il va subir. Et en plus, on dit que c'est parce qu'il connaîtra les conditions de licenciement qu'il embauchera davantage. C'est quand même un comble. Ça, c'est la vieille scie de l'OCDE, de la Commission européenne et de toutes les institutions internationales libérales, ou plutôt libérales financières. Alors, évidemment, c'est choquant. Mais, évidemment, à la Macron, il y a toute une série de choses. Si c'est un harcèlement sexuel, ça ne jouera pas. Si c'est un grand principe du droit, ça ne jouera pas. Et ainsi de suite. Donc, on crée une situation où on viole les principes existants, mais en même temps, on crée autour quelques exceptions qui permettent de cacher le jeu. C'est dans un sens encore pire que si on l'avait frontalement attaqué. Il n'y en a pas une autre qui vous choque? Le CDI de chantier généralisé. Voilà, ça c'est très important. Parce qu'à mon avis, ça bafoue totalement les principes et ça bafoue leur application sous forme d'engagement. C'est le contrat de chantier devenu contrat de projet, c'est plus joli. Et il n'y a pas, même si on l'envisageait, il n'y a pas de protection correspondante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que nous appelons un vrai contrat personnel d'activité. Ça se défend, c'est ce que j'ai défendu dans la présidentielle, puisque
on va devoir s'adapter à des situations nouvelles, le travail se transforme, il faudra souvent changer d'emploi. Donc, il faudrait un code personnel d'activité, si c'était vraiment l'intention de promouvoir et protéger le travail, un nouveau CPA, pas celui de la loi El Khomri, hein, qui disent qu'ils sont un cadre juridique qui s'applique comme un portail informatique à tous les travailleurs. Et qui permettent à chaque travailleur d'accéder à tous ses droits personnels, à la formation, à la conservation des avantages acquis, à la conservation des RTT, etc. Donc tous les employeurs, tous les travailleurs, quel que soit leur statut, c'est-à-dire ça inclurait les indépendants, ça inclurait les fonctionnaires, les salariés du privé. Alors Macron dit qu'il le fait aussi, mais sans lien au travail, et en disant que si, au bout de 2 fois, on refuse un travail et on ne fixe pas la nature du travail, eh bien c'est fini, on n'est plus protégé. Or, la protection qui est légitime dans la société où on rentre, c'est une protection avec une formation constante. Et là, Macron nous dit qu'il va parler de la formation professionnelle, mais bon, on voit le venir avec le reste, que ce ne sera pas évidemment ce qui est nécessaire dans cette époque. Et en même temps, disons, ce droit devrait être un droit au revenu tout le long d'une vie. Et avec des institutions du travail, les syndicats qui sont abaissés par Macron, qui en discutent, qui en parlent, évidemment, aux gens qui sont susceptibles d'assurer que ce droit soit appliqué. Rien de tout ça aujourd'hui. Même Laurent Berger de la CFDT dit on n'a pas fait ce qui m'avait été promis. Même lui n'est pas content. Et alors, vous voyez rien sur l'inspection et la médecine du travail, qui sont 2 questions fondamentales. Pourquoi vous croyez que c'est fondamental, l'inspection et la médecine du travail? Disons que l'inspection du travail, c'est justement pour que les règles soient respectées. Et on sait que même avant, elles ne l'étaient pas extraordinairement. Et la médecine du travail, eh bien, si justement, en fait, entre guillemets, l'usure du salarié au travail devient dangereuse pour sa vie. En même temps, qui contrôle les médecins du travail? Enfin, si vous le savez. Ben, dans l'entreprise, il y a le représentant de l'entreprise et le représentant des syndicats. Seulement la voix prépondérante du président est le représentant de l'entreprise. Donc le médecin du travail, il a intérêt à dire ce que le chef d'entreprise pense. Donc, mais l'intérêt de joindre médecine et inspection du travail, c'est de voir en amont et d'être capable de détecter les problèmes avant qu'ils arrivent. Là, il n'y a rien. Au contraire, ici, ce qui est fait, c'est très clairement considérer le travail soit comme un coût, soit comme une charge, et pas comme quelque chose qui libère les capacités de production pour l'avenir et permet de former les gens capables de les libérer. Rien de tout ça dans l'intention. Et c'est en ce sens que je voudrais en parler ce soir, c'est dans le sens où le travail, par-delà ce qu'on a vu et par-delà cette inversion des normes, le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, la création du CDI de chantier ou de projet, par-delà de ça, on ne peut pas segmenter les choses et les diviser, dans le sens qu'on donne à l'impuissance. Et il faut voir le travail vraiment comme un enjeu de civilisation dans les conditions d'aujourd'hui. Alors, pour vous provoquer un peu, je vais vous lire un poème, écrit il y a longtemps, au XVIIe siècle, et voir vos réactions sur ce poème. Voilà. C'est un noble, grand bourgeois plutôt, qui s'adresse à son jardinier, un travailleur. Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi, que la pauvreté mâle, active et vigilante, est parmi les travaux, moins lasse et plus contente que la richesse oisive au sein des voluptés. Je te vais sur cela prouver 2 vérités. L'une, que le travail aux hommes nécessaires fait leur félicité plutôt que leur misère. Et l'autre, qu'il n'est point de coupable en repos,
C'est ce qu'il faut ici montrer en peu de mots. Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône, que ta bouche déjà s'ouvre large comme d'une aune, et que les yeux fermés, tu baisses le menton. Parce qu'on voit souvent dans les réunions en français. Et que les yeux fermés, tu baisses le menton. Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon. Aussi bien j'aperçois ces melons qui t'attendent, et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent s'il est fait au village, et pour quel sein nouveau on les laisse aujourd'hui si longtemps manquer d'eau. Alors qu'est-ce que ça vous dit, ce poème? Comme relation au travail. Il a parlé de sermon. Il a parlé de sermon. Oui. C'est un donneur de leçons. C'est Nicolas Boileau, hein, l'auteur. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire se trouvent aisément. Bon, c'est celui-là, hein. C'est Boileau. Donc, qui parle à son jardinier Antoine. Mais il y a autre chose qui, moi, m'a frappé encore davantage. Oui, il donne des leçons. Je dirais que c'est le regard de quelqu'un qui, bon, il a peut-être une bonne vision du travail, mais il n'y a jamais mis la main, en fait. Ça, c'est une femme, il n'y a aucun sens du travail. Pour lui, un jardinier, c'est un instrument pour arroser. Et jamais, bon, il y a une autre partie du poème, jamais il ne voit les capacités d'un jardinier, sa connaissance des plantes, comment il les soigne et comment il procède. Il réduit le jardinier à... Il n'y a pas encore de tuyau, hein, à l'époque. Donc il ne le traite pas comme un être humain et comme un semblable. Tu baisses le menton, ta bouche déjà s'ouvre large comme d'une aune. Donc c'est quelque chose dans le rapport au travail qui est profondément dans l'histoire de France, d'Europe, du monde, ce rapport au travail-là. Et évidemment, dans ce travailleur traité comme un instrument, comme un citron qu'on presse, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le désamour au travail. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est une femme qui travaille dans le milieu de la presse et qui dit, voilà, moi j'ai eu une réflexion qui tout à coup a fait tout vaciller. Et voilà la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Il faisait froid. J'ai demandé à une collègue si je pouvais monter le chauffage. Elle a hurlé « Ne m'adresse pas la parole! Ne m'adresse pas la parole !» Médusé, je lui ai demandé ce qui lui prenait. Et elle a jappé « Ne me parle pas! Je ne veux pas t'entendre! J'ai du travail! J'ai du travail !» Donc, voilà la conception générale qu'on a du travail. Probablement certains qui sont plus, disons, vicieux dans le détournement des choses, disent « Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, c'est écrit dans la Bible. » Bien. Donc, il y a cette conception latente de ce qu'est le travail que certains imposent, comme l'aimable Boileau, et d'autres rejettent avec rage. Et on a cette relation entre deux personnes qui ne se reconnaissent pas comme humains. Alors, c'est très frappant dans cette histoire, dans le boulot aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus profond que cette relation au travail a été protocolisée, je dirais, mise en code par l'État français de Vichy. Vous savez que travail, famille, patrie, c'était la devise de Vichy. Et que la fête du travail du 1er mai, c'est Pétain qui l'a instaurée comme fête de la concorde sociale. Il y a des choses qu'il faut savoir pour bien situer les choses. Mais ce que moi-même, je ne savais pas, c'est que la formule travail, famille, patrie était la formule des syndicats jaunes, c'est-à-dire contre les syndicats ouvriers et alimentés par le patronat financier, des syndicats jaunes, et c'est la formule qu'ils avaient en 1902. Alors vous prenez au pied de la lettre travail, famille, patrie, et vous savez, Jacques Duclos, qui n'était pas bête, le candidat communiste en 1969, il avait dit
Travail, famille, patrie, c'était quand même bien trouvé pour enfumer tous les gens. Hein. Et c'est vrai, c'est bien prouvé. Alors, ce qu'avait fait, c'est marrant, quelqu'un comme Léon-Paul Fargue, qui était un écrivain qui ne pouvait pas accepter l'ordre de Vichy, il disait « c'est pas travail, famille, patrie, c'est tracas, famille, patrouille ». Toute cette réaction-là. Et les communistes, de façon plus intéressante, avaient dit « travail, obligatoire ». C'est le service du travail obligatoire accepté par Laval, et dans lequel, entre parenthèses, Georges Marchais avait devancé l'appel, puisqu'il n'est même pas allé au travail obligatoire, il est allé avant, mais ça c'est une parenthèse pour montrer en France comment on tient les gens, comment se passent les choses. Donc, travail obligatoire, famille dispersée, patrie occupée. Donc, il montrait que cette utilisation du travail était quelque chose d'absolument faux, hypocrite. Et ça reste dans l'esprit des gens. Alors, je trouvais un autre poème que je vais vous lire, par rapport à ça, beaucoup plus récent, du XIXe siècle. C'est un forgeron qui s'adresse à Louis XVI dans les Tuileries, le jour de 10 août, je crois, de l'insurrection aux Tuileries. Alors, c'est un forgeron, et vous savez que Louis XVI lui-même travaillait en cachette le fer. Hein. On dit qu'il faisait des clés. On s'était moqué de lui, même. Je crois que c'était qui s'était moqué de Chirac en disant ça. Je ne me rappelle plus qui, Sarkozy, je crois d'ailleurs, qui faisait des clés comme Louis XVI. Bon, voilà le poème. Oh, tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce, et qui vont, et dans ce travail, là, sentent crever leur front. Chapeau bas, mes bourgeois. Oh, ceux-là sont les hommes. Nous sommes ouvriers, sire, ouvriers. Nous sommes pour les grands temps nouveaux où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, où lentement vainqueur, il chassera la chose, poursuivant les grands buts, cherchant les grandes causes, et montera sur tout comme sur un cheval. Ah, nous sommes contents, nous aurons bien du mal, tout ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être terrible. Nous pendrons nos marteaux, nous passerons au crible tout ce que nous savons. Puis frères, en avant! Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement, ardemment, sans rien dire de mauvais, travaillant sous l'auguste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour. Et l'on travaillerait fièrement tout le jour, écoutant le devoir comme un clairon qui sonne, et l'on se trouverait fort heureux, et personne surtout, ne nous ferait plier. Alors, je trouvais ce poème assez intéressant, parce que le travail humain, en effet, ne fait jamais plié parce qu'il s'accorde au bien commun. Parce qu'il enfante le futur. Je ne sais pas si vous avez une idée de qui est ce poème. C'est drôle, parce qu'on ne l'aurait pas imaginé. Quoi? C'est d'Arthur Rimbaud, en effet. C'est d'Arthur Rimbaud. Donc, vous voyez que de l'autre côté, il y a encore ce sens de ce que peut être autrement le travail. Alors, pour vous donner un sens de comment ça a été vu, parce que souvent, cette notion du travail comme un travail qui est un travail qu'on doit gagner sa vie, c'est dur, mais il faut travailler, il faut le faire, c'est comme ça, puis on doit obéir au patron parce que le patron organise le travail, etc., qui venait souvent de milieux cléricaux et d'églises. C'est pour vous montrer que, maintenant, que c'est pas pensé de cette façon-là, et c'est même pensé de façon très intéressante, dans une encyclique qui est celle de Jean-Paul II, qui est la Borème Exercens, sur laquelle nous avions travaillé, Sébastien et moi. Alors, la Borème Exercens, c'est 15 mai 1981, le travail humain, donc ça veut dire, c'est l'encyclique du travail humain, pour le 90e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui est l'encyclique de l'accord du pape avec le monde du travail et la République, qu'avait imposé Léon XIII à une curie romaine qui n'en voulait pas. Alors, voilà ce que dit l'encyclique. Le mot « travail » désigne tout travail accompli par l'homme, quelles que soient les caractéristiques et les circonstances de ce travail, autrement dit, toute activité humaine qui peut et qui doit être reconnue comme travail parmi la richesse des activités dont l'homme est capable.
L'homme est donc dès le commencement appelé au travail, et cette marque détermine sa qualification intérieure. Alors, de façon intéressante, parce que ça rejoint certaines réflexions de Pelletier et de Leroux en France. Ce que dit le pape, c'est dur, c'est un bien ardu, comme dirait Thomas d'Aquin, c'est une âpre joie, mais non content de transformer la nature par ce travail, l'homme se transforme lui-même. Il devient plus homme dans ce travail. On pourrait dire qu'il humanise la terre. Alors, c'est là qu'on voit l'accord de ce travail entre l'être humain qui travaille et un univers qui s'étend et se développe, entre la pensée d'un être humain qui, dans ce travail, agit sur l'univers et le développement de l'univers lui-même. Et on voit cet accord. Et ce que dit encore l'encyclique, l'homme doit travailler par égard pour le prochain, spécialement pour sa famille, mais aussi pour la société à laquelle il appartient, pour la nation dont il est le fils ou la fille, pour toute la famille humaine dont il est membre, étant héritier du travail des générations qui l'ont précédé, et en même temps co-artisan de l'avenir de ceux qui viendront après lui dans la suite de l'histoire. Donc ça inscrit le travail humain non pas comme une chose, non pas comme un rosé, ou utiliser une machine, mais comme une dynamique qui se transforme, quelque chose qui se transforme, et quelque chose qui a plusieurs niveaux en même temps. C'est pas ce qu'on pense le travail, bosser, c'est pas bosser, c'est avoir un rapport avec le monde pour le transformer et l'améliorer, c'est-à-dire à la fois une volonté de fidélité vis-à-vis de ceux qui ont travaillé dans le passé et une volonté de devenir pour créer les conditions dans lesquelles on pourra vivre dans le futur. Et évidemment, l'homme apparaît comme une vocation qu'on réalise dans le travail parce qu'on doit, par ce travail, évidemment, affronter les résistances et les contraintes du monde, les surmonter, et c'est le principe même d'humanité de les surmonter. Donc je pense que c'est intéressant de voir, je ne sais pas si vous, cette conception du travail vous paraît quelque chose d'habituel ou ça vous paraît quelque chose qui ne correspondait pas à ce que vous aviez dans votre tête comme travail. Parce que si on ne réfléchit pas à ce qui est profond sur cette idée de travail, on n'organisera jamais le monde du travail. Ben, pour beaucoup de gens, je dirais que, enfin, moi il y a longtemps, en fait, je voulais surtout avoir un travail pour pouvoir avoir un revenu qui me permettait de vivre de manière indépendante, en fait. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est plus ça, un travail, qu'une conception vraiment élaborée du rôle que ça a pour le bien commun. Alors, je crois que quand il y avait des solidarités, c'était cela, bien sûr, il faut vivre, mais c'était aussi un sens collectif de faire quelque chose ensemble, d'où les mouvements sociaux, les syndicats. Et aujourd'hui, on en parlera après, cette chose est elle-même, c'est pas seulement Macron et son texte, mais c'est cette chose elle-même qui est démembrée. Et si on ne va pas au fond des choses en voyant comment elle est démembrée, on se réduit à agir, mais agir au cas par cas sans toucher à l'essentiel. Simone Weil, dans La pesanteur et la grâce, va, je pense, plus loin encore. Elle dit « Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. Besoin que leur vie soit une poésie, besoin d'une lumière d'éternité. » Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. Mais pour les gens qui souffrent, c'est terrible de dire ça. Cette bonne femme, elle ne connaît rien. Ou quoi? En quelle année elle dit ça? Ça, c'est juste avant la guerre de 39. C'est juste pendant la guerre d'Espagne. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Besoin que leur vie soit une poésie, besoin d'une lumière d'éternité. Qu'est-ce que c'est une poésie d'ailleurs? Parce que j'en ai lu deux, vous avez commencé à le savoir. Moi je dirais qu'à un premier niveau, c'est déjà comprendre que son travail a une utilité. Oui, bien sûr. C'est une première forme de poésie, de se rendre compte que dans sa routine et son quotidien, son travail n'a pas un côté vain ou juste répétitif, mais qu'il a une utilité par-delà soi-même. C'est déjà une première forme de poésie.
Et comme le jardinier sait, pour reprendre l'exemple, combien d'eau il faut mettre sur chaque plante, c'est ça sa connaissance, il ne va pas arroser l'eau comme ça, n'importe comment, comme le croit Boileau, un être humain doit savoir arroser les autres êtres humains pour qu'ils se développent, s'élèvent et améliorent leur caractère. Et ça, c'est le sens même du politique, c'est le travail politique. Alors ce qu'elle dit ensuite, c'est la privation de cette poésie explique toutes les formes de démoralisation. Bingo, par rapport à hier. C'est-à-dire, vous pouvez voir que cette poésie, les gens l'ont latente, ils cherchent quelque chose. Mais il n'y a pas de dirigeants ou de gens qui occupent des positions de dirigeants qui soient capables d'inspirer et de donner le sens à cette poésie. Mais les gens le cherchent. Voilà. J'ai vu 4 jeunes des Insoumis qui sont venus me voir, et alors ils ont dit qu'ils étaient insoumis, qu'ils étaient avec Mélenchon, puis ils ont dit « mais on a vu ce que vous avez dit au grand débat ». Et comment vous avez dénoncé la finance, et comment vous avez amené des éléments pour sortir de son emprise. Et ça, pour nous, c'est le travail. Et ils ont dit, c'était très intéressant. Donc, ils étaient intéressés. Donc, vous voyez comment ces choses-là peuvent faire leur chemin. Elle dit, Simone Veil, l'esclavage, c'est le travail sans lumière, d'éternité, sans poésie et sans religion. Ça peut être la religion de l'humanité, comme disait Jaurès. Donc, sans transcendance. Si le travail en soi, on le fait, c'est comme une machine, c'est comme un instrument. C'est comme Boileau le considère. C'est pour ça que j'ai vu ce poème de Boileau. Et tout le monde ne réagit pas comme ça en ayant ce poème de Boileau lu. Hein, parce que ça paraît tellement normal de considérer le travail comme ça, et c'est dit de façon tellement gnangnan gentille qu'on se dit, bon, c'est pas très brillant, mais enfin c'est comme ça. Et c'est pas du tout comme ça, en réalité. À défaut de cela, dit Simone Veil, les seuls stimulants sont la contrainte et le gain. La contrainte, ce qui implique l'oppression du peuple, le gain, ce qui implique la corruption du peuple. Vous voyez, cet aspect d'un travail qui n'est inspiré que par la contrainte et le gain. Il faut bien travailler tous les jours, il faut que j'aille bosser, c'est comme ça, voilà. Et elle dit quelque chose d'encore plus intéressant. Elle ajoute, le secret de la condition humaine, c'est qu'il n'y a équilibre que dans l'action par laquelle l'homme recrée sa propre vie dans le travail. C'est-à-dire que l'homme qui travaille se recrée une vie qui est différente de l'homme qui a suivi Paul Lafargue et qui pense qu'il a le droit à la paresse. Lafarge, pardon. Qui pense qu'il a le droit à la paresse. Et elle ajoute, ce qui est encore plus intéressant, « La grandeur de l'homme est toujours de recréer sa vie, recréer ce qui lui est donné, forger cela même qu'il subit. Par le travail, il produit sa propre existence naturelle. Par la science, il recrée l'univers au moyen de symboles. Par l'art, il recrée l'alliance entre son corps et son âme. Remarquez que chacune de ces 3 choses est quelque chose de pauvre, de vide et de vain, pris en soi, et hors du rapport avec les 2 autres. Donc c'est la science, l'art et le travail. Union des 3, et là, la Simone Veil pessimiste ressort. Union des 3, culture ouvrière, tu peux toujours attendre. Tu peux toujours attendre. Mais on est là pour ça. Nous sommes là pour ne pas attendre. Et ça doit être notre effort quotidien. Parce que si on n'organise pas, dans la situation actuelle du monde, si on n'organise pas un mouvement qui soit capable de s'étendre, eh bien, on sera dans une situation qui va être, disons, destructrice. Parce que si vous voyez l'époque où nous sommes, nous, on a parlé souvent du tsunami financier. C'est l'économie spéculative qui mène au chaos ou à la guerre, on sait. Maintenant, il y a un autre tsunami qui l'accompagne et qui lui est lié. C'est quoi?
vous pensez? Avec quoi on réussit à spéculer? Les GAFAM. Quoi? Les ordinateurs. Les ordinateurs. Numériques. Exactement. Donc, ces ordinateurs, ça joue avec quoi? Les algorithmes. Voilà. Et c'est le tsunami algorithmique qui accompagne le tsunami financier, qui est lié au précédent. Parce que dans le financier, sans les robots et sans les algorithmes, vous ne pourriez pas prendre des décisions à la vitesse de la lumière. On voit tout le temps. Donc, évidemment, on rentre dans un monde qui est dit des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Ils le décrivent comme ça, l'NBIC, NBIC, avec l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle, entre 1960 et 2010, 2012, elle était simplement dans la programmation des tâches assez simples. Par exemple, une des plus idiotes, la gestion d'une trésorerie d'une entreprise. Anne-Marie qui n'est pas ici, on sait quelque chose qu'il faut faire, mais c'est pas très malin. Mais il faut le faire. Là, une machine, poum, la donnée, elle fait. Et la deuxième phase, c'est à partir de 2012, ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire qu'une machine, un ordinateur, est capable de s'éduquer à travers les données qu'il reçoit, à une vitesse fantastique, avec des sortes de mini-ordinateurs qui jouent le rôle de neurones et qui, entre eux, apprennent comment arriver à un acte ou à une décision qui soit efficiente, mais qui n'est pas préprogrammée et prévue dès le départ, contrairement à la première phase de l'intelligence artificielle. Donc, à partir de cette deuxième phase dans laquelle nous sommes, les algorithmes peuvent faire toutes les tâches répétitives et segmentées, toutes, mieux que les êtres humains. Mais il faut bien que vous ayez le sens de cela par rapport à tout ce que je viens de dire avant. Donc, c'est une mutation fondamentale du travail, et évidemment, potentiellement, qui détient le crédit dans le domaine financier détient le pouvoir, et qui détient les données dans le domaine du numérique détient aussi le pouvoir. Et qui détient les deux détient le vrai pouvoir. Pas Emmanuel Macron, qui n'est que, disons, le sion de la chose de ce pouvoir. Donc évidemment, vous auriez fatalement un chômage technologique par l'automatisation des tâches. Alors il y a des études là-dessus, les fameux deux experts d'Oxford dont tout le monde parle, Carl Benedict Frey et Michael Osborne, ils ont fait une étude qui s'appelle « The Future of Employment », l'avenir de l'emploi. Et ils nous disent que pour eux, 47% des emplois sont en risque d'être remplacés rapidement, dans les 20 prochaines années. Ça, c'est la thèse extrême. Le pronostic de l'OCDE dit que seulement 9% des emplois seront automatisables. Donc c'est entre 9 et 47. Mais qu'il y aura une grande disparité entre emplois, et ce qui juge automatisable, c'est d'être automatisable à plus de 70-80%. Les autres seront partiellement automatisables, c'est-à-dire 20-30%, 40%, 50% même. Et de plus, évidemment, le risque d'automatisation est pratiquement 1 sur 2 pour les travailleurs peu qualifiés et 5% dans l'université. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. À mon sens, c'est beaucoup plus. Et c'est une bonne... on verra après. Il y a une étude de Frank Levy du MIT et d'un Murnen de Harvard qui recense les professions qui seront algorithmisées. Alors, évidemment, il y a deux éléments pour ça. L'amélioration constante des algorithmes, le deep learning, ils sont capables de plus en plus d'effectuer des tâches répétitives mais de plus en plus complexes. Et l'autre, c'est la division du travail, la division internationale du travail. C'est la combinaison de ces deux. Alors, évidemment, je ne sais pas si par rapport à tous ces gens, après on verra les emplois qui seront détruits. Mais je ne sais pas ce que disent, si vous savez ce que disent ces gens entre eux, pour les emplois les plus difficiles à remplacer.
Alors, il y en a un qui est drôle dans ce qu'ils disent, c'est les pêcheurs-cueilleurs pêcheurs-cueilleurs-chasseurs de la préhistoire. Ou les pygmées, aujourd'hui. Parce que là, il y a une multiplication des tâches intuitives, et ça peut beaucoup plus difficilement être réduit à déduction, induction, ou, disons, produit du deep learning. C'est pratiquement impossible. Et dans les métiers actuels, le plus protégé. Les artistes? Oui, oui. Encore qui prétendent pouvoir faire de l'art. Je ne sais pas si vous avez vu les Rembrandt faits par un ordinateur. Et la musique classique. Et un concerto de Bach. Il y a les deux. Voilà. Oui, je parlais des coiffeurs. Pardon? Je vois mal mettre notre tête dans une machine qui nous coifferait. Les coiffeurs. Les coiffeurs. Les coiffeurs, ça on pourra. Ça va. Ils doivent se méfier. Non. Oui? Les enseignants, peut-être. Les enseignants. Alors les enseignants, non, eux, ils passeront la casserole. Sauf pour accompagner. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens qui pensent à cet univers-là. Alors il y en a un qui est évident. Leur propre métier. Quoi? Leur propre métier. Non. Pensez à nous. Politique. Mais non. Ah ça, tout de suite. Déjà Philippe Cadic, en 1960, avait envisagé un président des États-Unis qui était un robot. On s'en rapproche de plus en plus. Les psychanalystes. Les psychanalystes. Ouais, probablement. C'est une chose où il sera difficile de mettre un robot, pourvu que, quoi que certains disent, qu'ils pourront capturer la conscience. Non, il y a un métier dans lequel on a affaire à des choses toujours imprévues, très difficiles. Astronaute! Ça, ils disent, on ne pourra pas. On pourra l'accompagner, mais il y aura toujours un facteur personnel. Alors qu'un pilote d'avion, aujourd'hui, peut être remplacé. Hein. Moi, j'ai discuté avec 2 pilotes d'avion, un copilote et un pilote, et les 2 m'ont dit, les avions peuvent décoller et atterrir automatiquement. D'ailleurs, vous le savez quand même, quand vous allez en avion, vous voulez savoir, quand vous atterrissez dans le brouillard, le pilote n'y est pour rien. C'est entièrement automatisé. Question naïve. La question, en fait, pourquoi le chasseur-cueilleur, lui... Parce qu'ils font tellement d'activités différentes, ils doivent réagir à tellement de choses qu'ils se trouvent dans la même situation qu'un astronaute par rapport à leur environnement. Bien que ce qu'ils font est très différent. Donc ils disent on ne peut pas les donner, on ne peut pas les synthétiser et les mettre en... Un robot se ferait dans la jungle des pygmées, un robot n'y arriverait pas. Comme dans l'espace nous-mêmes. Alors l'autre, ça me fait plaisir. L'autre qui dit que ce sera très difficile, parce qu'il y a tellement de choses sur le passé et tellement de choses à établir sur le passé, l'autre qui sera très difficile, archéologue. Ils disent, donc, astronaute, archéologue. Et un autre, alors, évidemment, ça vous y êtes rapproché, artiste, philosophe. Et enfin, c'est très intéressant, une profession médecin généraliste. Les généralistes. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est qu'on est face à un environnement qu'on ne peut pas réduire, qu'il faut une part d'intuition créatrice. Pour un archéologue, pour un astronaute, pour un artiste, pour un médecin généraliste. Alors, les professions qui ont été les plus simples à remplacer. Même la première phase de l'intelligence artificielle. Les traders. Oui. Si vous sortez un Kerviel qui obéit trop à la direction de la Société Générale, en effet, un ordinateur est peut-être meilleur. Non, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de traders parce que, je ne sais pas si vous savez, dans les marchés financiers, tous les algorithmes sont pratiquement, parce que tous les gens pensent de la même façon, sont prévus de se déclencher au même niveau si les cours baissent, de vendre. Donc, ils commencent à vendre et ça fait boule de neige et tout le monde vend, vend, vend. C'est comme ça qu'il y a eu les crises. Alors maintenant, ils ont fait un système d'annulation des opérations à partir d'une baisse de 10%.
Mais, évidemment, si vous avez un trader malin, il arrêtera peut-être à 6% et vous aurez gagné 4%. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de traders. Rien que pour ça. C'est en quelque sorte, je m'excuse de la comparaison, comme un pilote d'avion. Il doit intervenir seulement, s'il y a des vents très cisaillants à un atterrissage, là probablement il doit intervenir. Mais c'est rare, parce qu'il est prévenu qu'il y a des vents cisaillants, contrairement à il y a 20 ans, et l'avion n'atterrira pas ou attendra un moment avant d'atterrir pour que ça se calme. Donc, il y a évidemment les usines robotisées. Ça, vous pouvez y aller. Vous aurez besoin d'un ou deux surveillants dans une grande usine. Les Japonais avaient commencé avec les voitures, c'est les premiers qui l'ont fait. Vous savez que la Chine est plus robotisée que la France aujourd'hui, et que l'Allemagne 3 fois plus. C'est pour ça que les Chinois ont acheté Kako, là, pour les robots. Et notre profession, celle qu'on a vue, là, à Nantes. Journaliste? À Nantes. Quoi? Le BTP. Les maisons construites en 3D, avec, vous prenez un Fenwick, vous prenez un pôle, vous prenez un robot, et l'engin bâtit peu à peu par lui-même une maison selon le plan que vous lui avez donné. Alors c'est très intéressant, parce que le travail est plus personnalisé. Chacun pourra dire au robot la maison qu'il veut. Et on pourra avoir une maison sur mesure. Donc c'est pas inintéressant, tout de même. Et les transports d'objets lourds. Ça aussi, ça peut être robotisé. C'est tous les domaines des cols blancs. Maintenant, il y a une révolution depuis 2-3 ans. Ça touche quoi maintenant? Très vite, et ça va aller très vite. Les cols bleus. Et les cols blancs, pardon. C'est tout le domaine des cols bleus qui avait été touché jusqu'à maintenant. Pardon. Maintenant, c'est le domaine des cols blancs. Des cols bleus. Vraiment, cette affaire de couleur. Ouais, les couleurs me paraît tellement stupide. Oui, nous, ici, là, les gens qui sont dans les bureaux pourront être remplacés. Alors, les premiers, c'est, et c'est la fin d'Uber, des chauffeurs d'Uber, c'est les conducteurs de camions et d'automobiles. Ça sera possible d'automatiser. Certains disent 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, enfin, ça évolue. Moi, je pense que c'est un peu plus de 5 ans, mais on pourra avoir toute la conduite pourra être automatique. Pour les pilotes d'avion, pareil. Hein. Après, les serveurs. Pour avoir des robots, il y a déjà des restaurants au Japon où tous les serveurs, et en Chine, où tous les serveurs sont des robots. Possible. Les guides touristiques, bien sûr. Déjà, il y a une espèce de truc qui vous parle. Là, vous aurez quelqu'un qui vous sourira, qui sera même capable de répondre aux questions. Vous lui direz, mais ça, c'est la Tour Eiffel ou c'est l'Arc de Triomphe? Il vous dira, c'est la Tour Eiffel, elle a été construite, nanana. Ça marche très bien. Alors, évidemment, ça commence déjà. Hein. Les banquiers et les assureurs. Ça, c'est massif. Les agences ferment. On pourra le faire, gérer son compte avec un algorithme par ordinateur, ça se fait déjà. Hein. Mais ça se fera beaucoup, beaucoup plus. Alors, un domaine où ça marche très bien, c'est les journalistes financiers. Ça, pour l'analyse financière, c'est parfait. Vous pouvez mettre un algorithme, ça marche très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toutes les professions juridiques. On peut savoir d'avance les jurisprudences. Ça existe déjà maintenant. Vous tapez, vous pouvez savoir les chances que vous allez gagner ou perdre votre procès. Donc ça, c'est un bouleversement total. Hein. Ils ne pourront plus jouer ceux qui savent, ceux qui ont consulté les dossiers et tout ça. Mais les emplois seront perdus. Alors, résisteront les médecins généralistes, mais pas les médecins généraux qui ont une compétence dans un secteur déterminé. C'est plus facile. Ils seront là, mais il pourra avoir un médecin généraliste, un médecin spécialiste qui contrôle 2 ou 3 ou 4 systèmes d'information sur les données et qui voit beaucoup mieux quelle est la maladie du patient. Les chirurgiens aussi, ça vous le savez. Maintenant, pratiquement beaucoup de chirurgiens sont remplacés par des robots où le chirurgien est là, il surveille les robots, mais c'est le robot qui procède. Et en partie l'enseignement. Ça ne sera pas merveilleux. Mais par rapport aux enseignants actuels, probablement, bon. Donc vous aurez tout ce domaine-là, c'est énorme.
Alors, est-ce que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise nouvelle? Lui, il dirait oui et non, je le sais. Ben, en fait, le problème, c'est pas tant de savoir que ça arrivera, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'est-ce que feront les gens de leur temps libre? Non, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Alors, je ne sais pas si ça vous choque. Déjà, avoir Internet, c'est une excellente nouvelle. J'ai besoin d'une citation. Là, j'ai tapé Aragon, je vous salue ma France, c'est tout le poème qui me vient. Avant, il fallait acheter un livre, aller dans la bibliothèque, etc. Ben moi, ça me choque parce qu'en fait, dans la société actuelle, et je précise bien dans la société actuelle, c'est un problème. Alors, mais le problème n'est pas la chose. Le problème, c'est la société actuelle. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans la société actuelle, c'est un problème. Parce que ça réduit les tâches mécaniques, donc, pour l'homme, et ça peut prendre toutes les tâches, induction, c'est-à-dire, ça s'est produit plusieurs fois, donc ça se reproduira, déduction et force physique. Dans ces domaines-là, force physique, ça a commencé par ça, maintenant c'est induction, déduction, ça peut remplacer l'être humain. Et ces choses-là ne sont pas humaines. Induction, déduction, force physique. Moi, j'ai une réflexion par rapport à ça, c'est par exemple dans le domaine de l'aide à la personne. On pourrait se dire qu'on pourrait automatiser l'aide à la personne, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des machines, des robots qui puissent assister des personnes âgées en déficit ou des handicapés. Mais en même temps, ça ne remplacera jamais la présence humaine. Qui est essentiel dans le maintien de ces personnes. Alors, ce que te répondent les gens, c'est que par rapport à la façon dont les gens sont traités aujourd'hui dans les EHPAD, mieux vaudrait un robot. La machine à lessiver les vieux, un boulot, voilà. Mais il faudra en effet, dans ma vision, il faudra en effet, pour certaines tâches, des robots et le numérique, et des êtres humains qui auront le temps de parler aux vieux. Le grand problème, c'est qu'on n'a plus le temps de parler. Nulle part. C'est cette femme qui dit « Laisse-moi tranquille, j'ai du travail ». C'est ça. Et c'est dans tous les domaines, ça. C'est dans les EHPAD, c'est parmi les traders, c'est partout. Il n'y a plus un temps de parler, mais ça, c'est pas la faute à la machine, hein. C'est la faute à la façon dont on utilise la machine, oui. Il y a des gens qui s'inquiètent sur Facebook. Est-ce qu'un commercial pourrait être remplacé? Un commercial, à condition qu'on voit bien ce qu'il fait et comment il opère, oui. Oui. C'est pas un métier créateur, sauf s'il vend des pièces d'or, des casseroles, des loupiottes, des manuels d'éducation, s'il vend énormément de produits différents, là, ce sera plus difficile de le remplacer. Non, il faut bien voir comment fonctionnent ces systèmes. En parlant des commerciaux, aujourd'hui, il existe une intelligence artificielle qui a été travaillée pour vendre à une autre intelligence artificielle, en fait. Près du micro, pardon. Et donc oui, aujourd'hui, les commerciaux sont déjà remplaçables et tout ce qu'on appelle les systèmes d'information internes aux entreprises font que finalement les personnes sont remplaçables par d'autres humains, mais aujourd'hui déjà par des machines aussi. Et la pauvre intelligence artificielle qui se fait avoir par l'autre intelligence artificielle peut même pas lui dire « nique ta mère ». Il peut dire « nique ton programmeur ». Non. Mais évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais ça va détruire des emplois. Et là, évidemment, la question fondamentale, c'est arrêter le contrôle par le financier de toute cette évolution. Là, c'est le contrôle financier total. C'est Wall Street, Silicon Valley et l'armée. Vous voyez pas l'armée. L'armée a financé énormément tous ces secteurs pour avoir des produits de pointe. Et c'est la même chose en Russie. Hein. Beaucoup moins. Parce qu'aux États-Unis, ils dépensent... Trump est passé de 600 milliards à 700 milliards par an pour l'armée. Et la Chine n'est qu'à à peine 200 milliards et la Russie à 70. Et nous à 35. Un peu moins même. Donc vous voyez la différence. La concentration et la condensation du pouvoir permis et par ces choses-là. Alors c'est Silicon Valley, c'est Wall Street et c'est DARPA. Alors DARPA, vous connaissez peut-être pas. Alors DARPA, c'est l'unité de recherche et de développement du ministère de la Défense américain. Et, ce qui est très intéressant, Regina Dugan
qui travaillait auparavant, qui dirigeait DARPA, maintenant a été, pour des sommes énormes, embauchée par Facebook. Et elle est là pour préparer la société du futur avec les emplois du futur. Alors, quels emplois du futur devront être conservés? Ce n'est pas du tout l'intention de Facebook, de procéder comme ça. Eux, c'est pour l'empire des données. Mais quels sont les métiers? Parce qu'il faut d'une part empêcher la mainmise de financiers et d'autre part créer les métiers du futur. Et ces métiers du futur, c'est évidemment les ingénieurs, on en parlera après, les programmeurs et les spécialistes du cryptage. Et surtout, en général, l'analyse des données et l'analyse de l'information. Parce que le grand problème qu'est le NSA américain, c'est qu'il pique tellement de données sur nous tous qu'ils n'ont pas les instruments d'analyse. Et tout ce qu'ils avaient essayé de faire pour sélectionner dans leurs analyses qui étaient réellement des gens dangereux, ils ne l'ont pas tellement financé. On a des amis qui l'ont suivi. Et en réalité, ils préfèrent avoir des données d'un peu partout pour tenir éventuellement qui ils veulent. Donc, évidemment, on ne peut pas faire cette transformation dans l'emploi de façon brutale. Et c'est là que le compte personnel d'activité prend aussi toute sa valeur, pour pouvoir protéger et accompagner. Et c'est beaucoup plus important que le revenu universel. Alors, le revenu universel, évidemment, ça brise la relation entre le revenu, ce qu'on gagne, et le travail. Et c'est pour ça que ça est extrêmement adapté à ce que veulent ces gens de Silicon Valley, de Wall Street et de DARPA. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, si on veut maîtriser les choses, donc c'est d'empêcher la mainmise du financier, ça c'est le négatif, c'est créer les métiers du futur, ça c'est le positif, mais on peut le créer que s'il y a un lien entre numérique, robotique, NUBIC et tout le reste, et la transformation physique de l'univers. C'est ça qui est essentiel. Et cette transformation physique de l'univers, elle doit être portée par des défis de l'économie physique. Et c'est quoi? Évidemment, l'exploration spatiale, évidemment, qui portera le défi des nouveaux emplois, le développement de la mer, l'exploration en particulier du fond des mers, et l'économie bleue, l'aménagement d'une économie de la mer, et le développement de l'Afrique. Alors, le développement de l'Afrique, c'est très intéressant, j'y ai réfléchi. C'est que la relation des Africains avec le temps et l'espace est une relation qui a été victime de la destruction et de la dépression coloniale. C'est-à-dire qu'ils voient le temps court, parce qu'on ne leur a pas laissé une chance du temps long. Et c'est là que réapparaît en Afrique, à travers notamment certains milieux panafricains, cette relation différente au temps long et à l'espace. Et si on veut développer l'Afrique, c'est ce qu'on voudra pousser. Et on ne l'a pas fait. Par exemple, vous avez l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, on n'apprend pas tellement la vision longue de Cheikh Anta Diop. On apprend plutôt d'autres choses, comment s'insérer dans une société où on spécule. Et la société du franc CFA. Et toute la question du franc CFA se pose par rapport à ça. Hein. C'est l'esclavage monétaire, comme dirait Pouemi, mais c'est aussi l'esclavage mental. Pouemi, c'est un Camerounais qui avait analysé cette question. Alors, tout cela, ce que je vous ai dit, repousser l'emprise du financier sur l'emploi et ce qui contrôle l'emploi, créer les emplois du futur, et refaire un lien, ou faire un lien, entre cette technologie du futur et l'univers physique. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'apparaît, disons, c'est un exemple commode, hein, ce n'est pas le seul, c'est là qu'apparaît Homo Deus. Alors, Homo Deus, c'est une œuvre de, où il est Yuval Noah Harari. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Il avait écrit un livre qui ne vaut pas grand-chose, qui s'appelait Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité. C'est ce genre d'essayiste qui n'est pas un vrai chercheur. Mais là, il a écrit ce livre, et c'est le livre qui traduit pas un futur qui doit avoir lieu, mais ce qu'on prépare à Silicon Valley avec Facebook, Amazon et tous les autres. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous le savez, 1 million de tirages dans le monde, 60 000 en France,
déjà en français, et l'auteur favori de Barack Obama, Mark Zuckerberg et Bill Gates, de tous ces gens qui travaillent autour de ce monde de Silicon Valley. Mais beaucoup plus. Il vient d'être reçu il y a 2 semaines à l'Élysée par le couple Macron, avec Xavier Niel, c'est Xavier qui s'appelle, hein, Xavier Niel et Delphine Arnault, qui est sa compagne. Tous les 4, à l'Élysée. Et Niel, c'est évidemment l'empire de la presse et des start-up. Donc vous voyez comment cet univers a un sens extrêmement politique. Et ce que dit Yuval Noah Harari, et ce que disent tous les autres d'ailleurs, ils disent, voilà, il y a un groupe d'êtres humains en nombre limité qui saura maîtriser les algorithmes. Et ça va produire la société la plus inégalitaire qu'on ait jamais vue dans l'histoire. Et ils ont donné un nom à ça, le dataïsme. Vous savez, c'est pas le dadaïsme, hein, c'est pas dada. C'est le dataïsme, les datas. Et les datas, disons, seront nos nouvelles idoles. Comme ça. Alors évidemment, c'est d'autant plus dangereux qu'émerge la 3e génération de l'intelligence artificielle, qui n'est surtout toujours pas l'intelligence, mais qui est une sorte de capacité opératrice qui s'exerce à des niveaux de plus en plus étendus dans l'univers. Alors, c'est capable de mémoire, et ils appellent ça de combiner plusieurs choses, la transversalité. Donc, dans une certaine mesure, ils espèrent pouvoir même rentrer dans les métiers qui, pour l'instant, sont pratiquement intacts, que je vous parlais tout à l'heure. Alors, ils disent, ces instruments de l'intelligence artificielle absorberont un tsunami de données qui leur donnera la possibilité d'être de plus en plus puissants chaque jour. Et ils apprendront par eux-mêmes, par le deep learning. Alors, tout ça a l'air un peu allumé entre nous. Mais, si vous regardez, vous avez 2 plans, et c'est des plans pour lesquels on dépense des milliards. L'un, c'est transformer le cerveau en souris informatique. Enfin, les deux, c'est en fait transformer le cerveau en souris informatique. L'un, avec des capteurs externes, c'est-à-dire des algorithmes décryptant les mouvements des photons, ce qu'on appelle les photons balistiques dans le crâne. Ça existe déjà. Il y a déjà, mais c'est très lent, 10 mots à la minute. C'est fait par des aveugles qui peuvent diriger un ordinateur par, entre guillemets, la pensée, c'est-à-dire le mouvement des photons qu'il y a dans leur esprit. Alors, ils pensent arriver à 200 mots à la minute, très vite. Alors, ça peut être utile pour un aveugle. Mais, évidemment, vous voyez les dérapages que ça peut faire. Mais ça, c'est les capteurs externes. Il y en a qui sont pour les capteurs internes. Et c'est le fameux Elon Musk. Elon Musk, il est sur un plan pour implanter dans le cerveau humain des petites électrodes qui peuvent télécharger nos pensées et éventuellement les transmettre à un ordinateur. Alors là, vraiment, on est dans quelque chose qui est des expérimentations dignes de Frankenstein sur la relation entre l'humain et la communication. Alors, ils vont beaucoup plus loin. Celui-là, qui est le plus fou, Ray Kurzweil, mais on veut dire il est fou, quelque part, c'est vrai, mais il dirige tout le secteur de recherche d'Alphabet. Alphabet, c'est le nouveau nom de Google, parce qu'ils ont fait un grand empire qui s'appelle Alphabet. Ils l'ont appelé Alphabet, ce qui est, ils pensent maîtriser de A à Z. Donc il l'appelle Alphabet. Et lui, il dit, on pourra refaçonner le code de la vie, refaçonner le génome et le cerveau humain. Et on arrive au point où peut-être même, et ce qu'il appelle le point de singularité, où vers 2029, l'intelligence artificielle pourra opérer plus vite que l'intelligence humaine, et en 2040 ou 45, c'est le point de singularité où l'intelligence artificielle prendra le pouvoir. Vous voyez que ces gens sont complètement déjantés, hein. Mais il y a des choses qui peuvent marcher dans ce qu'ils veulent faire. Ils veulent rendre les gens, alors certains, Kurzweil qui est un peu détraqué, il dit immortel, il va aboutir à l'immortalité en branchant l'esprit des gens sur les ordinateurs. D'autres disent non, 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 ce qu'on pourra faire, c'est rendre les gens amortels. C'est-à-dire, on pourra les prendre et tous les 10 ans,
ils iront se faire rechapper comme une voiture, et tous les 10 ans, ils iront dans une clinique, et pour des prix très très élevés, ils auront le meilleur traitement technologique et vivront longtemps. Donc ça, c'est l'état des discussions. Alors, évidemment, ils sont en train de dire, il y a deux visions, c'est Yuval Harari qui le dit, soit des surhommes augmentés, de cette façon, qui contrôlent la masse des mortels, soit l'intelligence se découple de la conscience et l'autorité bascule du côté des algorithmes. Donc, explicitement, qu'on y arrive ou pas, je veux vous dire, c'est pas la question. La question, c'est qu'ils pensent dans ces directions et qu'ils ont le pouvoir. Et que ces gens sont en train d'être complètement allumés. Alors, évidemment, le problème qui se pose pour eux, c'est qu'est-ce qu'on va faire des classes inutiles, ce qu'ils appellent les classes inutiles. De leur point de vue, ils auront moins en moins besoin de travailleurs parce que les objets seront interconnectés et les tâches seront faites par des robots contrôlés par le numérique et l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils disent? On va les occuper par des expériences artificielles sans travail. Puisqu'ils n'ont pas de travail. Donc, expérience artificielle, qu'est-ce que ça veut dire? On dit jusqu'à maintenant, on a eu les drogues, on a eu le foot, on a eu le rugby, on a eu, qui dégénère hein, avec un THC, dans, je ne sais pas si vous le savez, le THC dans le hashish, dans la marijuana, et en densité, il était 5 fois 3,15, oui, 5 fois plus important que quand on en prenait en 1965. 5 fois. Donc c'est devenu autre chose, hein, c'est devenu une drogue addictive et destructrice. Les jeux vidéo, mais ça, c'est encore pas assez sophistiqué. Ce qu'ils disent, il faudra aboutir à quelque chose qui occupera les gens et qui les fascinera, le monde des jeux virtuels en 3D. Donc créer une émigration vers le virtuel. C'est ce que j'avais dénoncé dans Pokémon. Un certain nombre de gens ont rigolé, mais ils ne réalisaient pas que ce n'était que le début de quelque chose. Alors, évidemment, vous vous direz, sur ça, il y a déjà tous ces jeux vidéo, c'est mis en condition des jeunes, et je lisais quelque chose de très intéressant. C'était des commentaires sur le René de Chateaubriand à l'époque des Romantiques. Et il dit, le problème de notre époque, c'est la dispersion. Il y a des livres partout, on peut s'informer de tout, on peut voyager, déjà à cette époque, hein, et l'être humain perd complètement un sens de cohérence vis-à-vis d'un projet. Et on trouve des jeunes vides dans un monde qui se vide. Alors vous lisez ça à cette époque, vous dites quand même, on a fait des progrès depuis dans ce sens-là. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a, si vous regardez ce qui est fait dès aujourd'hui, hein, ce gouvernement en réalité, c'est la priorité aux emplois peu qualifiés. Le 6, qui fait la baisse des cotisations patronales, maintenant va être pérennisé, et sa pérennisation doit se concrétiser en 2019. Donc la compétitivité, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 2029, et ça va favoriser évidemment une baisse des cotisations patronales de 6 points sur la masse salariale pour les métiers inférieurs à 2,5 SMIC, et en plus, avec une baisse supplémentaire, ça je ne savais pas, de 4,1 points au niveau du salaire minimum, qui est en dessous du SMIC. Donc vous aurez tout ça qui permettra de donner priorité aux emplois non qualifiés et de se focaliser sur les bas salaires, en transformant le 6 en baisse de cotisation. Donc vous avez déjà les jeux vidéo, vous avez déjà les drogues, vous avez déjà les emplois non qualifiés. Vous voyez que on y va. On y va. Alors évidemment, comment sortir de ce dilemme? Et c'est là qu'il faut poser la question du travail là où elle doit l'être. C'est-à-dire de façon politique, sur la nature même du travail. Parce que dans la manifestation qu'on a vue, c'était les gens qui voulaient avoir du travail. Mais là, c'est la nature même du travail qui est en jeu. Et il faut poser la question où elle doit l'être au niveau du système
de société, du système social qui correspond aux découvertes et aux technologies à développer. C'est là que ça se pose. Et ça veut dire que, évidemment, il faut créer le contexte de la plus forte participation possible des êtres humains à leur avenir, la pensée universelle des êtres humains étant en accord avec le développement de l'univers et capable de le maîtriser et l'orienter pour le bien de tous, de travailler en accord avec le développement de l'univers. Einstein était optimiste, il espérait que ça se produirait partout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question politique, lui-même l'avait pressenti à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des capacités de production, il y a des forces productives, depuis la maîtrise par l'homme du feu. Et c'est intéressant si vous pensez à la maîtrise de l'homme du feu. Parce que c'est le seul animal qui n'a pas eu peur. Tous les autres animaux, sur Terre, à l'exception de nous-mêmes, en tant que nous avons un corps animal, tous les autres font caille et fuient le feu. L'être humain pense, je peux en faire quelque chose. Et c'est toute l'histoire de Prométhée. Vous voyez les attaques contre Prométhée aujourd'hui? C'est pour ça. C'est parce qu'on ne veut pas que cette capacité créatrice de l'être humain vienne déranger ceux qui veulent mettre en place ce système. Parce que ceux qui mettent en place ce système, quelque part, le savent. Ça repose sur du vide. Ça ne repose pas sur un univers physique. Vous voyez, tous les commentaires, vous lisez, relisez Kurzweil, vous lisez Peter Thiel, vous relisez, qui est le conseiller de Trump, vous lisez, relisez Yuval Noah Harari. Tous ces gens-là vous parlent de ce système de communication, de NBIC, d'intelligence artificielle, comme une chose qui est déconnectée d'une transformation physique de la nature. Alors, en même temps, comme dirait Macron, Jeff Bezos, Musk sont déjà sur Mars, comme a dit quelqu'un. Ils veulent aller sur Mars, et ils voient ça comme une grande aventure, une grande épopée que permettra leur maîtrise de ces instruments de communication. Donc, voilà. On a là la question politique, évidemment, de ces forces productives que nous avons et de rapports sociaux qui doivent correspondre à ces forces. Des rapports de production, comme on les appelait. Et les forces productives offrent à l'homme des rapports de production qui permettent d'enrichir davantage le rapport entre les êtres humains, d'améliorer notre vie et d'utiliser davantage nos facultés créatrices et d'aller plus loin. Alors, je vous ai fait ce petit schéma qu'a les gens, généralement, on avait parlé avec Pierre il y a longtemps, de ce petit schéma où, voilà, il y a à différentes époques de notre histoire, un certain montant d'énergie créé par certaines activités qui permet de faire un certain travail avec, évidemment, une usure, parce que ça s'use, les choses. C'est le grand problème du néolithique, par exemple, c'est qu'ils étaient capables de faire du brûlis, ils étaient capables de faire vivre le village pendant 2 générations ou 3 générations autour, puis ils avaient tout brûlé, ils étaient obligés d'aller ailleurs. Ils ne pouvaient pas continuer longtemps à travailler comme ça, ils venaient à trouver d'autres choses, ils se battaient, et on trouve des traces de coups physiques, de flèches et de coups d'épée dans les cadavres du néolithique. Donc il fallait sortir de ça. Ça c'est l'univers, disons, de biface, de flèches, cueillette, chasse, pêche. Et peu à peu apparaît l'agriculture, dans le début du néolithique. Alors c'est un deuxième niveau d'énergie, où vous avez quelque chose qui peu à peu apparaît et se développe, les moulins à eau, les moulins à vent, qui permettent d'arriver à un deuxième stade. Puis vous avez un troisième stade, qui est l'agriculture 2, avec l'industrie, et le début de l'industrie et des machines à vapeur, essentiellement 18e, 19e siècle. Le fardier de Cugnot, à la fin du règne de Louis XIV, est le premier instrument qui permet artificiellement de soulever des poids. C'est très primaire. Hein. Et il y a les premiers engins qui peuvent marcher à la vapeur. Et si vous regardez, c'est très intéressant, dans ce schéma à l'agriculture 2, vous voyez tous les moissonneuses-batteuses à vapeur de la fin du 19e siècle. Puis, vous passez à un niveau suivant, qui est l'agriculture 3 avec l'industrie 2, c'est-à-dire l'électricité, le charbon et le pétrole. Vous passez à ce niveau, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Puis, vous passez ensuite à la phase suivante, qui est le nucléaire avec la fission et l'automatisation. Puis la phase encore suivante,
l'agriculture 5 et l'industrie 4, la fusion nucléaire, le NBIC, la robotique et le numérique, mais qui doivent être associés. Pour aller dans l'espace, vous avez besoin d'être propulsé. Ça ne pourrait être que par la fusion nucléaire, ça peut être par la fission, mais la fusion, ça marche beaucoup mieux. Et déjà, il y a des discussions à la NASA et à Roscom, c'est comme ça que ça s'appelle en Russie, pour développer des voyages sur Mars, qui est ce que nous avons toujours dit, alors que dans toutes les revues, vous voyez 6 mois, il faut suivre mois, il faut l'alignement entre Mars, etc., pour qu'il soit plus près de la Terre. Non, là on dit on pourra voyager sans avoir besoin de se propulser par les planètes comme une fronde qui vous aide à aller plus loin. Vous pourrez aller directement avec le nucléaire et vous pourrez mettre, disons, alors certains disent 29 jours, d'autres 38 jours, mais quelque chose de l'ordre du mois. Et ça, c'est déjà en train d'être réfléchi. Donc c'est très intéressant si vous voyez toutes ces choses. Parce que si vous restez à un stade, eh bien, avec l'énergie, le travail, l'usure et la production. Vous avez l'énergie, vous ne pouvez pas, avec un même mode de production, vous pouvez mettre des moulins à vent partout, ou des moulins à eau. C'est un problème. Aujourd'hui, on pourrait mettre des éoliennes parce qu'elles sont dopées par des technologies électroniques très sophistiquées. Mais c'est un instrument d'avant, dopé. On peut toujours doper les gens, hein, mais ce n'est pas ça qui fait les gens pour l'avenir. Donc, vous avez le rapport entre l'usure, on peut appeler ça la friction, et le travail qui augmente. C'est-à-dire, de plus en plus, vous avez des choses d'usure. Parce que vous usez les biens, il faut chercher les biens plus loin pour alimenter les machines se détraquent, il faut organiser tout un système qui est de plus en plus étendu, vous avez de plus en plus de consommation, bref, il y a une usure, et la production tend à baisser. Et la seule échappatoire du dilemme, c'est de passer au stade suivant, où vous avez une densité de flux d'énergie, c'est-à-dire une production d'énergie par être humain, par unité de surface, et par unité apportée à cette énergie, qui est plus élevée, une densité plus élevée. C'est-à-dire que vous pouvez plus d'énergie, plus à la sortie du système d'énergie libre par rapport à l'énergie du système et à l'énergie que vous avez apportée au système. Donc vous arrivez de cette façon à donner aux êtres humains une capacité de peuplement accrue, vous arrivez à donner aux êtres humains une capacité de contrôle de leur environnement accrue, et vous ne faites pas, comme tous ces gens disent, vous ne faites pas un univers dans lequel eux, disons en termes d'énergie, on ne les voit pas parler. Hein. Beaucoup d'entre eux font sous l'énergie durable. L'énergie durable avec l'NBIC. Donc c'est un univers qui est un univers nécessairement de prise de pouvoir par cette fameuse élite qui se réserve l'aspect le plus inégalitaire qu'on ait jamais vu. Alors, évidemment, pour échapper au système, il faut passer de T1 à T2, de T2 à T3, de E1 à E2, de E3. Et c'est toute la dynamique du système qui est la réalité. Elle n'est pas dans chacun des éléments de ce système, elle est dans la dynamique. Et dans cette dynamique de développement. Alors, évidemment, il y a une chose très importante, c'est que la conservation de l'énergie ne permet à aucun cas d'échapper au système, au dilemme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de conservation. Faire attention, il ne faut pas trop user. La conservation, c'est le mot qu'on voit partout. La conservation, vous n'y arriverez jamais. Parce que vous aurez toujours cette usure qui croîtra. Donc c'est seulement en augmentant la densité de flux d'énergie du système et plus d'énergie libre que vous pourrez avancer. Alors il y a quelque chose de très intéressant parce que si vous regardez la façon dont l'être humain procède, vous avez à l'intérieur d'un système, vous avez des innovations qui sont possibles. C'est le premier niveau, vous innovez. Et ça, c'est ce que font les Chinois jusqu'à maintenant, et ils ont passé au stade suivant depuis une vingtaine d'années. Ils ont commencé par innover. Donc, parce que les autres avaient déjà développé. Depuis une vingtaine d'années, on pense qu'il faut empêcher que nos technologies aillent en Chine, mais on a oublié que certaines technologies des Chinois sont très avancées par rapport aux nôtres maintenant. Malheureusement ou heureusement pour eux, et pour nous tous. Donc, l'innovation. Après, vous faites des hypothèses sur ce qui se passe. Et vous faites des hypothèses qui sont des hypothèses
à l'intérieur d'un système et qui permettent, à l'intérieur d'un certain nombre de choses données, d'améliorer, par exemple, je ne sais pas, une centrale nucléaire. Vous ferez une meilleure centrale nucléaire. Vous mettrez des progrès dans le numérique, vous les associerez et vous réussirez à produire plus d'énergie par unité de surface, par être humain et par matière apportée. Pour la fusion, vous aurez besoin deutérium, de tritium ou d'autres choses, d'hélium que vous irez chercher sur la Lune, mais c'est quelque chose qui sera moins sujet à une attrition. Puis vous devez passer d'un ordre à un autre ordre, et c'est là que vient l'hypothèse supérieure. C'est-à-dire vous êtes capable de penser dans des termes où jamais un animal ne le pourrait, à partir de ce moment-là. C'est-à-dire vous devez penser en des termes où vous allez trouver quelque chose qui est tout à fait incompatible avec le système dans lequel vous étiez, mais qui est compatible avec une chose, la capacité de création de l'être humain. Et ensuite, vous devez penser le tout comme un système dans lequel ce qui détermine cette dynamique, c'est l'hypothèse de l'hypothèse supérieure, c'est ce qu'impliquait déjà Platon, mais il ne le développait pas dans les termes où on peut le développer aujourd'hui, c'est un niveau dans lequel c'est le fait de faire des hypothèses lui-même qui devient le fonctionnement de l'être humain à un niveau supérieur en accord avec la création de l'univers dans lequel il vit. Et pour cela, vous avez un texte que Sébastien avait cité, moi aussi d'ailleurs, sur Larouche, de Larouche, un texte dans lequel il dit « Le fait que notre univers est composé de trois ensembles de principes distincts mais interagissants, donc c'est le non-vivant, d'autres ont appelé ça la lithosphère, le vivant, la biosphère, et le pensant, qu'on a appelé la noosphère, est en lui-même la base de la preuve ontologique selon laquelle il existe un principe supérieur, un quatrième domaine, c'est celui de l'hypothèse supérieure, c'est l'hypothétisation. Vous pensez toujours en termes de ce que vous allez créer de nouveau. Et c'est pour ça que l'astronaute est obligé quelque part de penser, s'il veut survivre, de cette façon. Un quatrième domaine d'ordre supérieur, transcendant, sous lequel les trois espaces phases respectivement distincts, donc le non-vivant, le vivant et le pensant, sont intégrés dans un système dynamique unique. Comme je l'ai dit, ici, il y avait un système dynamique de développement. Ainsi, l'individu humain a la qualité de l'immortalité potentielle, évidemment, pas immortelle, mais potentielle, qui n'est pas disponible dans les processus vivants d'ordre inférieur. Alors, cette immortalité potentielle n'a rien à voir avec l'immortalité que recherche Ray Kurzweil. C'est de trouver un principe dans l'univers qui est au-delà de la mortalité, parce que c'est un principe valable dans tout l'univers et que l'homme est capable de trouver, et qu'il a trouvé, qu'il a montré qu'il pouvait trouver. Et comme Nicolas de Cuse le dit, les animaux à leur maximum peuvent accomplir une immortalité partielle, mais seulement pour leur participation à une forme absolument et distinctement supérieure. L'humanité, tout comme l'immortalité de l'homme, se situe dans sa participation à un domaine supérieur, ce quatrième domaine est, dit Larouche, l'univers du créateur, c'est-à-dire l'univers où on crée et où on est en accord un instant dans sa découverte avec cette capacité créatrice. L'être humain ne peut pas y rester tout le temps, mais il peut en éprouver quelque part la joie du souvenir qu'il a créé et en même temps la tristesse de n'être plus en état de création. Donc c'est un très fort sentiment humain sur lequel le poète Schiller s'était beaucoup étendu. Donc voilà. Donc évidemment, dans ce monde dans lequel on rentre, le temps de travail requis pour faire les choses, pour l'être humain, est de plus en plus dense. L'action sur l'univers est de plus en plus grande. Et le parcours des espaces de plus en plus étendu. C'est-à-dire, on sait déjà ce qui existe. Il y a 150 ans, on ne savait pas qu'il y avait des galaxies, on ne savait pas où elles étaient, on ne savait pas la distance. Maintenant, on est capable, par différentes méthodes, de voir s'il y a des planètes, sans les avoir jamais vues, mais de voir par l'effet qu'elles font sur leur soleil et par l'effet qu'elles font sur la lumière venue de leur soleil, on voit l'existence de planètes, on ne les voit pas, mais on voit qu'elles doivent être là parce qu'il y a un principe et on ne les a pas vues. On ne peut pas les voir encore.
mais on sait qu'on les verra un jour. Mais on sait qu'elles sont là parce que l'on crée une action dans l'univers qui est nécessairement l'existence de quelque chose. Donc c'est intéressant parce que si vous pensez au cadeau que son père avait fait à Einstein, Einstein était ébloui par ça. Parce que déjà, il pensait toujours en termes de connaître et pas de s'incliner devant une capacité. Son père lui a donné une boussole. Et il a dit, mais l'aiguille va toujours vers quelque part. Et je ne le vois pas, c'est pas là. Donc il y a un principe dans l'univers qui est invisible et qui est plus réel que ce qui est visible encore. Donc c'est très intéressant, de ce point de vue-là, de l'univers qui nous attend. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a envoyé ce petit engin il y a très longtemps, qui a fait le tour de Saturne et de ses satellites. Et je ne sais pas si vous avez vu combien de temps ça prend de rentrer en rapport avec lui. 35 à 40 minutes. Donc vous n'êtes plus dans le même temps, vous êtes dans un autre temps. Et cet autre temps, vous devez le penser par rapport à ce changement du temps qui a été dans toute cette évolution. Parce que qu'est-ce que vous avez eu? Pour un chasseur-cueilleur, c'est un temps incertain. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que la piste de l'animal est bien la bonne? Est-ce que la réserve d'outils n'a pas été volée par une autre tribu? Vous êtes tout le temps aux aguets et tout le temps à faire des choses dans un domaine spécifique, mais qui relève de la création. Après, vous avez l'agriculteur. Alors pour l'agriculteur, c'est le temps circulaire. C'est-à-dire l'agriculteur, il y a un moment pour semer, il y a un moment pour labourer, il y a un moment pour faire la récolte, et puis ça recommence cycliquement. Donc l'agriculteur a tendance à avoir un temps qui est circulaire. Ensuite vient le temps d'industrie, qui lui est linéaire. Vous avez un temps, une flèche du temps, ça se développe, ça avance. Mais maintenant, nous entrons dans un autre temps. Et ça, c'est très important pour le domaine de l'emploi. C'est le temps qu'Einstein avait le premier conçu, c'est le temps de l'espace-temps relatif. C'est-à-dire, c'est relatif à l'action humaine et à son action dans l'univers. Donc, c'est de ce point de vue que vous devez voir le travail, et le travail qui nous attend, et l'immense responsabilité que ça donne. Et vous ne pouvez pas le laisser entre les mains de Regina Degan, de Yuval Noah Harari ou de Ray Kurzweil. Ces types ne voient pas l'être humain. Ils sont comme Boileau, comme Nicolas Boileau, que je vous ai montré. Ils voient des êtres humains comme des fonctions, comme des codes. Et pour eux, l'univers est défini par des fonctions et des codes. Et je voulais finir en vous disant que il y a quelqu'un qui est très intéressant, qui s'appelle le père Lebray, qui avait écrit un livre, c'est un catholique, et il avait écrit un livre « Pourquoi c'est un péché mortel de ne pas faire de politique ?» Et je crois que, d'après ce que je vous ai dit ce soir, vous devez avoir une idée de pourquoi. Et lui, il disait « Le sens de l'histoire est donc cette montée humaine, un mouvement qui donne à l'humanité l'accès à un plus grand bonheur et qui s'inscrit dans le processus continu de la création. Mais il faut relever les manches et travailler avec l'esprit. » Et il ajoutait « On monte tous ensemble où on devient boiteux et mal développé. » Et je crois que c'est là le défi pour nous du travail et de ce monde du travail tel qu'il est posé pour nous. Voilà ce que je veux vous dire ce soir. Pour aller au-delà de, disons, de ce qui est en jeu dans cette manifestation de défensif, cette manifestation qui a eu lieu, et pour bien voir ce qu'on a écrit dans ce tract, Reconquérir l'État contre la dictature financière, c'est vrai, parce que pour l'instant, il n'y a que l'État qui puisse défendre, mais ça doit être un État qui se conjugue à d'autres États dans le monde, parce qu'ils ont raison sur un plan, ceux-là. Ils disent, le grand combat, c'est le nationalisme contre le globalisme. Et c'est au mondialisme, au niveau du mondialisme, du monde, de la globalité, que se situe le défi, parce que c'est là le domaine où est l'enjeu. Aujourd'hui, la division du travail est telle dans le monde qu'un bout de Boeing ou un bout d'Airbus est fabriqué dans 50 ou 60 pays différents. Donc il y a un enjeu qui est celui-là. Mais il y a une capacité de l'être humain, par sa langue, par son histoire, par sa façon de faire, qui est au niveau de l'État. Vous avez là un paradoxe. Et c'est ce paradoxe, une dynamique de l'État-nation lui-même, qui doit se transformer, qu'on ne peut pas jeter à la poubelle en disant on passe au fédéralisme, comme dit Macron dans ses discours, mais on ne peut pas non plus
dire on va le garder dans le repli national en se réservant de mettre des choses aux frontières et en nous protégeant de tout et de tous, comme le dit le Front National. Ça ne marche pas. Ni l'un ni l'autre ne marche. Il faut une sens de l'État-nation qu'avait De Gaulle. Et l'autre soir, dans l'Académie du gaullisme, j'ai eu l'occasion de parler de tous ces discours de Gaulle où il disait à Constantine en 1963, si c'est pour recommencer, pour faire comme avant, c'est plus la France. Ce qu'on doit faire, c'est quelque chose qui redonne un sens dans l'histoire, en même temps, ce que je vous disais tout à l'heure, de fidélité, et en même temps, de création vers l'avenir, et d'être fidèle à ceux qui ont créé dans le passé pour pouvoir créer à l'avenir. Je crois que les gens, ça, ils sont dans une situation où je vois, quand on peut discuter avec eux, ils sont tout à fait capables de le comprendre, et je pense que notre tract, celui-là en particulier, Reconquérir l'État contre la dictature financière, est très important, et que vous-même, vous devez absolument vous mobiliser. Si vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, si vous n'avez pas compris, posez toutes les questions. Comme le temps passe, je n'ai pas pu le faire aussi interactif que je pouvais, ou que j'aurais voulu, mais posez toutes les questions que vous avez à l'esprit, parce qu'il y a l'enjeu qui est déterminant, qui est un enjeu de civilisation sur cette question de travail et la nature de ce qu'est vraiment le travail. J'ai une question par rapport à ça, c'est que quand on voit les manifs, on est dedans, il y a tous les travailleurs qui y sont, mais avec la division du travail qui s'est faite dans le temps, c'est-à-dire très segmentée, on a toujours le problème, c'est que souvent, disons que les gens qui travaillent défendent leur domaine et ne voient pas l'unité, en fait. C'est d'ailleurs ce que tu disais au départ, c'est-à-dire le fait que c'est collectif. Et la question du travail collectif c'est pas encore... Peut-être que ça revient, mais je trouve que c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est de montrer que vraiment, il n'y a pas un secteur qui peut être indépendant d'un autre ou ce genre de choses. Alors, les gens qui sont en place sont malins. Auparavant, ce qui était vendu, et on disait vous êtes un individu, il faut respecter l'individu, l'individualisme. Aujourd'hui, ça paraît égoïste, ça paraît retrait. Ils ont trouvé un autre mot. Mais qui marche. Je suis sûr que vous l'avez entendu. Autonomie. Il faut que vous soyez autonome. Il ne faut pas vous laisser dominer par des gens qui ont des perspectives, des gens qui ont des idées, des gens qui ont un projet. Un projet, si on est méchant, on dira que c'est fasciste, nécessairement. Ou un projet, c'est toujours illusoire, si on est gentil. Ça ne peut pas tenir. L'être humain doit, dans son autonomie, créer et découvrir par lui-même. Et c'est vrai, dans un certain sens, mais mis dans un contexte social, c'est absolument faux. Parce que vous créez l'hypothèse que les gens doivent être autonomes sans créer l'environnement qui leur permettront de définir leur autonomie. Et ça, c'est tous ces gens-là. C'est pour ça qu'ils pensent qu'on créera une classe inutile. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il y aura des exclus, comme les ilotes de Sparte. C'est pour ça qu'ils pensent ça. Et ils se disent comment les entretenir gentiment, un petit peu de revenu universel, puis quelques expériences artificielles, et voilà. C'est pas très différent de ce que disait Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes. Hein. Ils se renouvellent pas beaucoup. Ça vaut la peine que vous lisiez Le Meilleur des mondes comme un manifeste sur comment tenir une société. Apparemment critique, en fait extrêmement complaisant. On va prendre... Oh, allô, oui. Donc on va prendre une question, parce que c'est en live sur Facebook, donc on va prendre une question de Facebook. Donc il y a pas mal de réactions, de félicitations, etc. Je passe. Donc c'est une question de Jonathan, donc, qui nous dit « Jacques Cheminade, bonjour. Avant de vous poser ma question, je voudrais poser son contexte. Le sociologue Bernard Friot propose, comme vous, que le salaire soit maintenu entre deux emplois. Sa réflexion va cependant vers une direction assez révolutionnaire, mais devant se construire sur une période plus ou moins longue. Ce n'est pas par solidarité ou par sécurisation économique que le salaire doit être maintenu, mais parce que le salaire ne doit plus être rattaché au poste de travail, mais à la personne, et que le niveau de salaire soit rattaché à son grade, comme pour les fonctionnaires. Ainsi, chaque résident français en âge de produire, disons 18 ans,
comme la majorité politique, recevrait immédiatement et jusqu'à sa mort un salaire. Il est donc reconnu majeur politiquement et économiquement. Dans cette logique, il propose que tous les travailleurs d'une entreprise en soient copropriétaires d'usage, décidant quoi, comment, à quelle vitesse produire un bien ou un service. Il n'y a donc plus d'employeurs ou d'actionnaires exploitant des salariés en volant une partie de la valeur que ces derniers ont produite. Dans sa réflexion, la propriété lucrative est alors bannie. La propriété lucrative étant le pilier central du capitalisme. Il ne s'agit plus de bouger le curseur de la répartition des richesses, mais de changer de paradigme en annihilant les outils du capitalisme. Dans un contexte hors du travail, mais toujours dans la même logique, l'investissement ne se fait donc plus par crédit, qui oblige à remboursement, mais par subvention qui parie sur la production d'une valeur équivalente à celle investie en monnaie, empêchant l'inflation, ce qui a été fait par les CHU. Il s'agit simplement de continuer la lutte ouvrière d'après 1945. Monsieur Cheminade, je vous connais comme étant le premier candidat politique mettant autant en avant la créativité humaine. Vous retrouvez-vous dans les idées que le salaire et la reconnaissance de la production de valeur par le travailleur, comme le propose le sociologue Bernard Friot? À dire, oui. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce qu'il dit, c'est cet aspect de valeur équivalente. On va produire beaucoup plus. Et la capacité qui est donnée à un être humain, c'est de toujours faire plus que celui qui l'a précédé. Sans ça, il tombe. Ne serait-ce que dans l'amour, si vous essayez d'aimer autant quelqu'un tout le temps à valeur équivalente, vous ne l'aimez plus du tout. Ça devient ennuyeux et vous n'êtes plus du tout intéressé. Et c'est la même chose exactement par rapport à sa propre création. Donc, il y a ce sens que vous de faire constamment un pari sur le futur où l'ensemble de l'humanité et vous-même fonderait et développerait un monde meilleur. Alors moi, j'ai proposé ce compte personnel d'activité qui est lié donc à celui qui travaille et qui n'est pas lié à l'emploi dans lequel il se trouve. C'est une idée que les syndicats ont développée, mais n'ont pas poussée jusqu'à leurs dernières conséquences. Je ne crois pas qu'on puisse tout de suite faire ce que dit ce sociologue, mais je pense qu'on va faire ce grand pas qui est un compte personnel d'activité protecteur de la capacité de travailler et assurer un revenu même quand on n'a pas de travail. Ça, c'est clair. Et à partir, en effet, de 18 ans, où on recevrait une sorte de garantie que la vie pourra être une vie dans laquelle on a les moyens de ce que disait après tout le prophète Isaïe, de se couvrir, de se loger et d'assurer son manger. Et ça ne peut être fait, ces trois choses-là, très formelles, ne peuvent être assurées que si vous développez votre intelligence créative, votre capacité de création. Et aujourd'hui, elle est menacée. Moi, je crois qu'il faut combattre tout de suite cette menace qui est celle que j'ai essayé de vous décrire aujourd'hui. Et cette menace est immédiate, donc ça doit être lié à une capacité physique de produire et de transformer l'univers. Ça ne peut pas être un travail défini comme quelque chose séparé de cette capacité physique de produire, de développer l'univers. Et il faut que toute la société, à partir de l'éducation, à partir de la maternelle, soit développée dans ce sens de création, et pas d'infliger du dehors des codes, des formules ou des conceptions. Et que pour sortir de cela, il y a vraiment une telle urgence qu'on ne peut pas articuler tout de suite une utopie. Je crois que par le futur, on pourra peut-être le faire, mais on ne peut pas dans le présent. Et dans le présent, c'est un combat qui est dans l'urgence, dans une extrême urgence. Parce qu'il y a un énorme danger qui est que ce tsunami financier donne une situation de chaos et de guerre, et qu'en même temps, le tsunami des algorithmes crée une situation où il y a une destruction de la capacité de l'être humain de participer à la vie de sa société. Donc il y a un impératif de résistance immédiat qui ne doit pas être une résistance dans le domaine propre de son emploi, ça je suis d'accord, ça doit être dans le domaine collectif de développement de la société, et en même temps individuel, assuré pour soi-même dans cette société, mais à condition qu'on participe à ce développement collectif. Et là, il y a des institutions de solidarité, ce que j'ai appelé un peu, ce qu'on a pensé aux premières heures de la Révolution française et qui malheureusement après ne s'est pas développé, qui s'est développé
peut-être plus aux États-Unis, c'est les fameuses sociétés d'amis, où les gens amis se réunissaient pour penser au futur, penser comment on le définirait, puis ils se mettaient à travailler immédiatement, ne blablassaient pas pendant des heures comme en mai 68. C'est-à-dire qu'ils se mettaient vraiment à faire des choses concrètes, et pour la résistance, et pour jeter les bases de ce monde futur. Alors, je ne crois pas que l'utopie soit possible immédiatement. C'est comme Mélenchon qui veut faire sa assemblée constituante de la 6e République. Bon, je crois qu'il y a une beaucoup plus grande urgence, c'est lutter contre la dictature financière et de réunir tous les moyens immédiats avec lesquels on puisse le faire. Après, peut-être, on pourra penser à des choses plus intéressantes que le système dans lequel on se trouve. Il y a d'autres questions sur Facebook. J'avais une question un petit peu triviale. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents me disaient « le travail, c'est le bonheur ». Qu'en est-il justement de ce repositionnement du travail aujourd'hui, où on voit les gens effectivement beaucoup plus malheureux que ce qu'on pouvait les voir par le passé, malgré les guerres et les difficultés qu'il y avait à vivre et à survivre. Et dans cette société de demain, comment est-ce qu'on qualifiera justement le bonheur? Comment est-ce qu'on y accédera? Est-ce qu'une partie de pêche pourra toujours être un moment de plaisir et de bonheur? Ou alors est-ce qu'on devra travailler en laboratoire tous les jours pour trouver une solution pour l'avenir de l'humanité? Alors moi, je pense que ce vers quoi on s'achemine, si la société pourra continuer à se développer, c'est en gros un tiers de temps de travail effectif, un tiers de temps de formation et un tiers de temps de loisirs, mais pas des expériences artificielles. Et bon, aller à la pêche, il y en a qui iront, il y en a d'autres qui ne voudront pas aller parce qu'ils ne veulent pas tuer des êtres vivants, il y en a d'autres qui auront d'autres opinions, mais il y aura une liberté pour pouvoir le faire. Ceci dit, on vit dans un monde qui ne peut plus être un monde de chasseurs-cueilleurs. Donc dans la mer, vous ne pouvez plus continuer à pêcher comme on pêche aujourd'hui. Et il faut des principes qui soient établis, dans lesquels on puisse, disons, maintenir la vie de ce qui est nécessaire à la fois au développement de la nature et aux êtres humains. On l'a fait très bien avec les thons en Méditerranée. C'est-à-dire qu'avant, on localisait les thons d'abord avec des hélicoptères ou des avions, puis avec des drones, et on savait où étaient les tas de thons. Les thons, ça se met ensemble. Donc on les attaquait, on jetait un grand truc dessus, un immense filet, les thons étaient pris au milieu, et en même temps on attrapait les requins, on attrapait les dauphins et tout ça. Tout ça était dans le filet. Aujourd'hui, on a interdit cette chasse en utilisant les moyens modernes, c'est-à-dire qu'on a interdit qu'on repère les thons par hélicoptère ou par avion ou par drone. Et en même temps, on a fait dans les filets un trou qui, en tirant le filet par le bateau, fait que le filet s'abaisse. Alors c'est très intéressant ce qui se passe. Les plus malins, c'est-à-dire les dauphins, s'en vont. Ils voient tout de suite, ils filent. Les thons restent au fond, et les requins aussi. Ils sont plus bêtes. Ils ne voient pas la porte de sortie. Donc c'est intéressant de voir comment vous pouvez traiter une question en essayant d'étudier le comportement des animaux et en même temps en n'utilisant pas les moyens destructeurs qui mettent au service d'un pillage, mais au contraire, vous utilisez les thons comme un élément dans lequel vous maintenez une vie pour pouvoir, comme avec un troupeau de vaches, en tirer au bon moment ce que vous avez besoin. Et vous ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Alors il faut dire que c'est n'importe quoi. C'était dû au prix des thons au Japon, qui sont toujours d'ailleurs à des prix extrêmement élevés, et qu'il a fallu donner moyen aux pêcheurs de thon, qui maintenant ont beaucoup de moyens, de continuer à pêcher en ayant un très bon revenu et en pêchant beaucoup moins. Maintenant, ils pêchent beaucoup moins, d'ailleurs, ils passent beaucoup moins de temps, et ils ont beaucoup plus de temps. Évidemment, ils n'ont pas probablement les meilleurs loisirs qui soient, ils doivent jouer aux cartes, mais il faut donner à ce temps au loisir et peut-être à la formation.
Alors ils ont formé ces pêcheurs de thon à connaître la mer, à connaître comment les thons se développent et tout ça, la vie des thons, et ces gens sont beaucoup plus informés. C'est pas simplement des gens qui cherchent à capturer la chose, mais c'est des gens qui en sont formés. J'avais discuté de tout ça quand j'étais à 7, et c'était très intéressant, parce que il faut écouter les gens qui ont une certaine expérience sur comment on gère une question. Alors évidemment, le travail, le bonheur, en détruisant la part de poésie, ce que je disais tout à l'heure, on a détruit cette idée-là. Moi, j'ai vu, ils étaient assez malheureux et ils vivaient mal, des cousins à la campagne. Alors, ils n'avaient même pas l'eau courante, hein, ils avaient une espèce de truc comme ça devant qu'il fallait pomper. Et ils étaient pauvres, ils avaient 40 hectares à peine en Auvergne, c'était un sol dur. Mais ils avaient établi une certaine relation dans le temps avec les éléments qui étaient autour d'eux, c'est-à-dire les vaches et le cheval. Et lui aimait beaucoup son cheval, je ne sais pas s'il aimait plus que sa femme, mais il avait beaucoup d'affection pour ce cheval. Et il y avait des choses qui étaient de l'ordre du bonheur. Hein. Puis ils avaient peut-être plus de temps libre qu'un employé d'usine. Et quand est venue l'usine, le problème n'a pas été l'usine, parce que les gens qui allaient à l'usine gagnaient mieux, pouvaient se laver, pouvaient avoir plus d'hygiène, être mieux. Mais c'est la façon dont était vu le travail comme un travail, à l'époque, à la chaîne, enregimenté, codé. Aujourd'hui, avec le numérique et tout ce qu'on a devant nous, on peut faire un travail complètement différent. Et on peut faire beaucoup moins de travail. Une usine moderne est propre et a beaucoup moins besoin de travailleurs. Deux, trois personnes peuvent contrôler tout ce qui se passe dedans, sauf dans certains cas où il en faut un peu plus, mais c'est très peu. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des autres? Et c'est la question que se posent tous ces types-là. Et moi, je pense qu'on peut faire des autres toute une série de métiers du futur et qu'on peut retrouver un sens collectif qui donne sens à ce métier du futur. Qu'à ce moment-là, oui, on pourra retrouver un bonheur au travail, qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est clair. Pas pour, disons, une partie au moins importante des travailleurs. Mais on préfère tout de même avoir un travail que d'en avoir pas. C'est aussi très important. Allô, oui, justement sur le travail. Donc il y a une question sur Facebook, toute simple, toute pragmatique. Monsieur Gruel. Aujourd'hui, ma femme a fait des études supérieures. Elle est actuellement dans un PSE, donc je pense que c'est un plan de sauvetage de l'emploi. On lui propose que des jobs à 39 heures payés au SMIC, alors qu'elle a fait des études supérieures. Que faire? Merci de votre réponse, monsieur Cheminade. C'est là, ça concerne toute une société. Hein. Dans un cas comme ça, ce qui arrive aussi, c'est que vous pouvez peut-être trouver un emploi meilleur lorsque vous avez des qualifications. Mais dans certaines régions de France, et pas du tout dans d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un tel désaménagement du territoire. Des conditions extrêmement différentes dans différents endroits de la France. Moi, je vois, avec un appartement de 60 mètres carrés à Paris, le prix équivalent, vous pouvez vous acheter une très belle maison dans la Creuse. Une très très belle maison, grande, historique, aménagée, avec piscine. Donc c'est fou, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne peuvent plus se payer un logement, surtout s'ils ont des enfants, près de l'endroit où on offre des emplois, notamment des emplois de service. Donc il faut rétablir ce qu'on peut voir un peu en Suisse, moins en Allemagne, mais un peu aussi, plus qu'en France. On peut rétablir ces fameuses usines à la campagne qui peuvent produire avec les moyens modernes. On n'a pas besoin de les avoir les unes sur les autres dans un lieu où tout le monde s'agglomérera, mais on peut avoir un aménagement du territoire beaucoup plus intéressant avec précisément tous les moyens de l'informatique, le télétravail et tous les moyens par lesquels on pourra communiquer et travailler ensemble. S'il dit ce qui manque, c'est la volonté sociale. C'est la volonté. Il n'y a pas cette volonté. Et c'est le problème politique. C'est politique. C'est très directement politique. Juste pour, allô, oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la problématique de la théorie concentrique en économie, et aujourd'hui la Suisse peut se permettre effectivement de remettre des usines à la campagne parce que l'économie n'est plus à l'échelle du pays suisse mais de l'Europe, et que sur un territoire comme la France, le bout de la Bretagne d'où je viens,
ne permet pas, avec les coûts de transport, quand même de rivaliser avec des cœurs et des poumons économiques comme on peut avoir par exemple dans l'Est de la France, où effectivement remettre une usine à la campagne reste quelque chose de viable économiquement dans le contexte voilà, financier et capitalistique. Et on a quand même des franges entières du territoire qui sont loin de tout. Comment rendre ces territoires? Est-ce qu'il faut d'ailleurs les rendre industriels et sinon, comment les rendre attractifs et pas les mettre sous cloche? Le problème de la Bretagne est un problème historique, disons, qui demande un changement de modèle. Ça ne fait aucun doute pour moi. La Bretagne, dans les années 1960 du plan Pisani, a été vue comme un réservoir de production agricole. Pas seulement d'ailleurs porcine, mais de lait et aussi de viande bovine un peu moins. Mais la Bretagne était vue comme, ou de volaille, la Bretagne était vue comme ça, de l'installation de doues ou d'autres choses. Et, dans une certaine mesure, de tourisme. Et la Bretagne s'est enrichie. Moi, je connais des gens ici qui pensaient que la Bretagne de Bécassine, et qui sont allés voir la Bretagne il y a 20 ans, et ils ont été stupéfaits de voir la richesse relative apparente de la région, les maisons, les constructions et tout le reste. Maintenant, ils n'ont pas vu la Bretagne de l'intérieur, qui est une autre question. Alors, évidemment, quel modèle pour quelque chose comme la Bretagne? Et c'est là qu'il faut une autorité en même temps régionale, il faut un poste de contrôle central qui répartit entre ces régions les choses, et il faut au niveau européen ne pas créer des distorsions qui vont défavoriser la Bretagne. On l'a vu, on favorise toutes les productions de l'Est de l'Allemagne qui sont installées sur de grandes propriétés avec des gens dans les abattoirs et dans les entreprises agricoles très très grandes qui sont payées beaucoup moins qu'en Bretagne. Donc il y a eu cette concurrence à l'intérieur de l'Europe qui est une concurrence indue. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sens collectif à l'intérieur d'un pays comme la France, mais il y en a encore moins à l'intérieur de l'Europe. C'est pour ça que nous disons qu'il faut refonder l'Europe, il faut créer une autre Europe. Mais pour ça, il faut des dirigeants qui ne soient pas des gens comme Macron, qui essayent de s'adapter à un système de l'Europe telle qu'elle est, pour s'assurer un avenir. Il faut avoir une autre vision des choses. Et cette autre vision des choses, vous pouvez la connecter qu'avec un ensemble plus vaste qui est celui de l'économie mondiale. Et ça, c'est le défi. Donc, mais ce n'est pas un défi que vous pouvez résoudre ni au niveau breton, ni au niveau français, ni au niveau européen. Ça part au niveau mondial, mais vous devez faire des choses en Bretagne qui sont au niveau breton. C'est-à-dire vous devez avoir cette dynamique, comme il y a une dynamique dans l'histoire, il y a une dynamique régionale aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est là que doit s'insérer la Bretagne. C'était intéressant quand les Chinois sont venus pour leur poudre de lait. Ceci dit, maintenant, les Chinois voient le lait meilleur marché ailleurs en Europe et sont tentés de l'acheter ailleurs en Europe plutôt qu'en Bretagne autour de Carré. Donc il y a un problème de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas le problème en tant que tel des Chinois qui cherchent à faire la meilleure affaire possible. C'est le problème qu'on se permet d'avoir des prix du lait différents en Europe alors qu'il n'y a pas de frontières et qu'il n'y a pas d'intégration. Donc c'est l'idée d'intégration, encore une fois, et de collectif qu'il faut développer. Vous ne pouvez pas dire que simplement avec des frontières on pourra se défendre, frontières de la Bretagne ou frontières à la France ou frontières en Europe. Vous devez avoir des défenseurs de la production et qui ne soient pas des gens qui pensent comme cela et qui pensent à l'économie physique, productive. C'est pour ça qu'il y a toute notre industrie qui est partie. C'est pas seulement... Tout est en train de partir. Et ils ont tous promis qu'ils... General Electric, Hydro ou Nokia sont en train de mettre les gens à la porte, alors qu'ils avaient promis que pas un emploi serait perdu. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est une bonne question. Parce que...
Ça me vient comme ça à l'esprit, mais quand même la plupart des gens, et nous-mêmes, on est bourré d'images, notamment par la science-fiction, par tout simplement en fait la vision qu'on a d'un futur robotique, d'un futur avec l'intelligence artificielle. C'est quand même pas très rose ce qu'on a vu ces 20 dernières années dans l'art, dans la science-fiction, dans les jeux vidéo, dans les films en général. Et donc c'est pas très facile pour la grande majorité des gens aussi d'avoir une vision très optimiste de ce que ça peut représenter dans le futur. Moi, ce que je me demande, c'est, à part des gens comme Harari ou ceux que tu as cités tout à l'heure, est-ce qu'il y a, et en dehors de nous, est-ce qu'il y a des gens qui ont que tu connais ou dont tu as l'idée, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble plus adapté au monde qu'on essaie de défendre? Oui, il y a beaucoup de gens, mais tous les gens qui manifestaient voudraient cela, mais ils ne savent pas. Ils sont imbibés par l'esprit du temps. Et eux-mêmes, on avait l'impression, ce sentiment un peu romantique, d'être ensemble, de se trouver ensemble, de mettre des ballons, de mettre une musique, disons, qui n'est pas la plus élaborée, et d'être ensemble dans une espèce de choses, mais qui sentent eux-mêmes n'est plus en phase avec l'influence dans l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans tout, il y a eu une promotion par l'image de la violence. Hein. Ça, partout, l'homme est un loup pour l'homme, ça, disons, ça a été très répandu. Et en même temps, comme dirait Macron, on a répandu le fait que pour être, l'être humain devrait exhiber son esprit ou son organisme. Ces garçons ou ces filles qui s'exhibent sur Internet parce que c'est pour eux leur être dans le monde, c'est ça. Et il y a donc le refuge à la fois dans la violence et le refuge dans la séduction. Et ces deux choses marchent ensemble, si vous regardez toutes les images qui sont propagées. Et la façon de changer les choses, c'est de donner un espoir. Vous aviez, les choses n'étaient pas parfaites dans les années 1960, mais tout le monde pensait qu'il pourrait mieux vivre qu'il avait vécu jusque-là, que ses enfants et ses petits-enfants vivraient mieux. Donc c'est ce sens-là qu'il faut redonner. Ce sens-là, vous l'avez en Chine. Vous avez bien des défauts et bien des problèmes en Chine, mais vous avez ce sens que la vie sera meilleure, ça ira mieux. Et c'est intéressant de penser que cette société de l'avenir, nous avons la responsabilité de donner ce sentiment-là. Et ça touche à la question qu'on a essayé d'amener dans les présidentielles sur la culture. C'est une culture de la vie et une culture de la découverte. Et ça amène toute la question des loisirs. Tout ce qu'avait essayé d'amener le Front populaire et qu'il a en partie raté. Tout ce qu'avait essayé d'amener Jean Villard. Une culture de qualité pour le peuple. Et moi, je pense profondément que c'est possible et que cette culture doit se ressourcer là où les gens ont une estime d'eux-mêmes. Et que là, on peut arriver à quelque chose. Alors, on l'a vu dans notre journée de formation et de mobilisation. Commence un problème pour la musique vis-à-vis de jeunes qui n'ont entendu que la world music et comment on va leur faire peu à peu faire comprendre qu'il y a une musique de voix croisées, qu'il y a une musique où il y a un contrepoint, qu'il y a une musique où on peut avoir tout ça. Est-ce qu'ils iront tout de suite à la musique classique telle qu'on connaît? Non. Est-ce qu'ils ont à ces règles? Non. Comment on va faire pour faire un pont? Et la question reste ouverte. Moi, je suis partisan de tous ceux qui ont essayé. Et puis essayer d'enrichir ceux qui ont essayé ou s'ils se sont trompés, de les réorienter. Mais c'est d'essayer qui est important. C'est d'essayer. Après, on peut juger. Mais celui qui juge assis dans un fauteuil confortablement, parfois devant son écran et qui critique, celui-là est pire, peut-être, ou il est le complice de ces gens-là. Pour ça, c'est une responsabilité pour vous, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas aimable, autrement dit. Ben, si tu peux conclure conclure, parce qu'après on va devoir rendre l'antenne, mais si tu peux... Alors je dirais simplement,
ce que disait Jean Bodin, on dit « il n'est richesse que d'homme ». Ce n'est pas exactement sa citation. Je l'ai ici, parce qu'il n'est richesse et force que d'homme. Il dit « et force hein ». Et toujours, ce qu'on a dit, c'est repérer dans l'univers une force. C'est la force du pôle magnétique d'Einstein, avec son aiguille qui va vers là. Donc vous repérez des forces. Vous n'êtes pas dans une chose ou des dynamiques. Vous n'êtes pas dans un univers plat dans lequel vous vous adaptez. Et qui plus est, la multitude des citoyens, dit Bodin, plus ils sont, empêchent toujours les séditions et les factions. Et il fait cet appel, ce qui advient est république ordinairement, où il y a peu de citoyens, les séditions et les factions. Donc, il n'est pas malthusien. Et c'est très important de penser que le voisin, ou le prochain, ou le lointain ne sont pas des ennemis, qu'il faut recevoir tout homme avec un beau visage, comme j'ai souvent dit. Et je l'ai dit, je me souviens au grand débat, et les gens, pour eux, il faut les prendre entre quatre yeux et leur montrer ce que ça veut dire et qu'eux ne le font pas. Et voyant qu'ils ne le font pas, à ce moment-là, ils peuvent comprendre comment ça se fait. Et c'est là que j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma famille de gens qui sont rentrés ou pas rentrés dans la résistance ou dans la France libre. Et tous m'ont dit que c'est un moment dans la vie où ça se joue parce que vous avez la volonté. Et que vous avez la volonté de penser que quelque chose est juste, dans la réalité, ça peut s'imprimer. Et que c'est votre responsabilité, pas celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Ben, merci Jacques, et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live ce soir. On en fera d'autres. Minimum, vous avez les tracts. Il y a énormément de tracts. Vous l'avez lu tous? Non, je crois pas. Mais il essaye de poser la question sans donner de leçons. Et simplement en disant, voilà, on vous soumet ça. À vous de jouer. Ou de ne pas jouer.